OK. Donc, bienvenue au cours du jeudi. Donc, ce qu'on va faire ce soir, c'est un petit tour rapide là, dans deux logiciels d'investigation. Ces deux logiciels qui sont, euh, je dirais, fréquemment utilisés par les cyber-enquêteurs et, euh, et qui sont gratuits en plus. Que ça, c'est une bonne chose. Puis, ça fait aussi quand même plusieurs années que FTK Major existe. Donc, c'est lui en premier que je vais vous montrer. Puis, donc, le... Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Je ne sais pas si j'ai partagé. Non, OK. Parfait. Là, il est partagé. Donc, FTK Major, c'est un... Ce qui est intéressant, c'est que je peux faire la capture de la volatilité. Donc, je pourrais l'installer sur une petite clé USB, brancher la clé USB sur l'ordinateur avec lequel je veux faire la capture de la mémoire ou la volatilité. Puis, ça me prendrait quand même un disque dur externe pour faire la copie et pour sauvegarder la copie. Mais c'est un outil qui n'est pas très lourd, hein. Donc il s'installe bien sur une petite clé USB, puis le tour est joué. Donc, ce que je pourrais faire là, c'est en premier lieu excusez, une capture de la volatilité. Mais avant tout, je vais sortir un disque externe. Donc, j'ai mon disque que je viens de brancher. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est la capture de la volatilité. Donc, vous voyez la petite fenêtre ici, il me demande où je vais sauvegarder mon image, donc la destination path. Donc, je vais aller la mettre ici sur un répertoire. Je vais mettre FTK Major. Puis, les autres cases à cocher, on laisse faire ça. Donc, on va faire capture memory. Donc là, il m'indique la destination, donc à quel endroit va être sauvegardée l'image, puis aussi la progression. Donc, mon portable a 68 GB de RAM, donc ça peut prendre un certain temps à faire l'image, mais je dirais, je pense pas que ce soit très, très, très long. C'est sûr que si j'avais 12 gigs sur le portable, dans le portable, ça prendrait beaucoup moins de temps et moins d'espace aussi, parce que là, il va prendre 68 gigs comme taille du fichier image. Puis, par défaut, son extension, comme vous voyez, c'est .mem pour memory. Donc, on le laisse comme ça. Donc, le .mem, on peut l'ouvrir dans certains outils. Puis, quand on soit dans les cours de pratique, je vais vous montrer un outil avec lequel on peut ouvrir la capture. En attendant, je vais créer mon case pour autopsie, puis on reviendra à FTK avec d'autres features. Donc, OK, autopsie. Donc là, quand on crée on lui donne toujours un numéro de dossier, notre numéro d'enquête. Directory, à quel endroit que je vais stocker les fichiers. Donc là, lui, je vais l'installer sur le disque. J'ai un petit répertoire.
pour les tests. Parfait. On fait Next là-dessus. Donc là, on répète notre numéro de dossier. Puis ici, on peut mettre notre nom de la personne qui fait l'analyse. Finish. Donc là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il fait, qu'il est en train de faire. Euh, 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 bon, pensez que là, il a créé ce répertoire-là, puis il a simplement créé une structure avec laquelle il a besoin là, pour faire l'analyse et l'indexage de l'image disque. Vous voyez ici, il a créé un répertoire qui s'appelle Export. Donc, quand je vais faire mes extractions, ça va être par défaut, il va les mettre à cet endroit-là. Puis report, ben, c'est quand, à la fin, on peut créer un rapport HTML de notre analyse. Donc, il va le mettre à cet endroit-là. Donc là, après ça, on lui dit, ben, c'est quelle image que je veux euh, aller, c'est quoi mon image source? Donc là, moi, je vais aller chercher une image 10 que j'ai déjà sur mon poste, qui s'appelle device1 underscore laptop.e01. Le E01, c'est son format. Donc, c'est un format qui est propriétaire. Ça veut dire que ben, ça a été créé d'abord par une compagnie d'investigation, puis de logiciels d'investigation. Et ça a longtemps, 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 euh, on pouvait ouvrir les fichiers format image E01 avec le logiciel Hincase forensique qui avait à la base créé, développé ce format-là. Et donc, c'était un petit peu tannant parce que là, ça te prenait le logiciel Incase, qui est quand même assez dispendieux pour ouvrir ces images-là. Maintenant, euh, n'importe quel logiciel d'investigation est capable d'ouvrir le format E01. Donc, on va faire Open. Ensuite de ça, Next. Ici, ça s'appelle des ingest modules, donc des modules d'ingestion. Moi, dans mon jargon, j'appelle ça de l'indexage. Donc, il va scanner tous les fichiers qu'il y a sur le disque dur, l'image disque. Et donc, s'il y a 10 millions, 500 000 fichiers, ben, il va les regarder un après l'autre très rapidement. Donc, l'indexage va prendre plusieurs heures à faire. Donc, eux autres, le développeur d'Autopsy a développé des modules d'ingestion euh, qui va nous permettre qui va permettre au logiciel de scanner tous les fichiers, puis aussi d'être capable de détecter, d'identifier euh, euh, quel type de fichier est le fichier et aussi de le catégoriser dans la bonne famille de fichiers, si on peut dire. Donc, on voit ici qu'il y a plusieurs modules, par exemple pour la recherche par mots-clés, des adresses de courriel, des extensions de format, etc. Ici, il y en a qui ne sont pas cochés par défaut, tout simplement parce que euh, on va le cocher vraiment au besoin. Donc, si disons que l'image disque que je voulais analyser est un disque euh, d'un système d'exploitation Apple, là, iOS ou macOS, ben là, je pourrais tout simplement cocher iOS. Ou si c'est un Android, je coche Android, ici aussi. Puis cybertriage, c'est le module qui va avec le logiciel cybertriage que j'ai pas, qui est quand même dispendieux.
Euh, donc, on fait Next là-dessus. Puis là, il commence ça, à analyser les fichiers. Vous voyez en bas, Analyzing Files from Device 1, Laptop 01. Donc là, il commence, puis on le voit aussi progresser ici, hein. Donc, c'est un petit processus qui peut prendre 2 minutes, comme il peut prendre 5 minutes, ça dépend. Puis, donc, il commence à faire son scan, là, puis il va poursuivre de longues heures après. On va le laisser juste finir ce petit processus-là, puis on va revenir à FTK Major après. Puis, ça prend, là, ils sont améliorés, je dirais, dans peut-être d'ici là, 2 ans, depuis 2 ans. Euh, Ce que je voyais, ce que j'avais des problèmes, c'est le logiciel faisait il gelait, comme on dit, il frisait. Donc, tu voyais c'est ça, qui crachait en bon jargon. Donc, c'était bien tannant. Puis là, maintenant, j'ai pas d'autres problèmes. Donc, vous voyez, là, il a fini son petit processus ça, de base. Puis là, après ça, vous voyez donc ici, il commence à faire son indexage, ben, le scan, ce que j'appelle l'indexage ou l'ingestion. Donc, puis là, vous allez voir ici à gauche, ça va bouger parce que là, plus il va avancer dans son indexage, plus il va être capable de catégoriser les fichiers qu'il y a sur le disque dur. Donc, c'est une des forces de Autopsy, c'est que c'est c'est quand même une belle interface de logiciel. Puis, il catégorise tous les fichiers. Et ça, je suis certaine que ça a été le premier à le faire. Puis les autres ont copié. Euh, donc, vous voyez ici, ça, c'est pas mal toutes les catégories qu'on a. Puis quand on défile ici, on décortique, on va avoir donc le système de fichiers du disque ici, donc avec les répertoires qu'on a dans notre système Windows. C'est sûr que ça a changé un petit peu, comme le document and setting, on l'a pu avec Windows 11, Windows 10. Donc ça, c'est une image on va aller voir sur notre operating system. C'est Windows 10. Ouais. Mais c'est ça. Donc, puis ici, ben, c'est les autres partitions qu'il y a sur le disque. Il peut avoir 2 partitions, comme il peut avoir 4 partitions. Ça dépend comment l'utilisateur a partitionné son disque à l'origine. Donc, on va le laisser continuer un petit peu. Puis, on va voir ici, ça va augmenter. On va juste le baisser. Ah, il n'est pas fini. 70%. OK. Bon, on va revenir ici. Donc, autopsie est séparée. Donc, vous voyez, il y a la section de gauche, la section de haut à droite, puis en bas à droite. Donc, quand vous voyez, quand je navigue dans un répertoire, ça bouge en haut à droite. Donc, si je rentre dans un répertoire, ben, naturellement aussi, lui, il va changer. Puis, je vais pouvoir, quand je vais cliquer sur un fichier, euh, l'information va s'afficher en bas. Donc, je vais essayer de le grandir un petit peu ici. Donc, vous voyez ici, c'est un fichier .html. Donc, j'ai des onglets. OK? Donc, onglet texte. Donc, il va me sortir la version texte du fichier. OK? C'est un fichier HTML. Si je vois ici, vous voyez, j'ai un PNG. Mais dans la version texte, il va me sortir ce qu'on appelle là, l'ASCII, le format ASCII du fichier.
Si j'ai un JPEG, il va faire la même chose. Texte, comme ça. Puis, vous voyez, quand c'est une image, ben, l'onglet Application affiche l'image. Donc, il y a un lecteur à l'interne dans Autopsy qui est capable de lire les formats de fichiers. Donc, ici, on a un fichier image. Si l'image est corrompue, est brisée, ben, ça se peut qu'il ne s'affiche pas. Comme ici, là, vous voyez, il y a un petit X rouge. Ça veut dire que c'est une image qui a été supprimée sur le système, le disque. Donc, je n'ai pas l'image. Mais ça se peut que d'autres fois qu'il soit capable de l'afficher. Donc, ça dépend de je dirais, de la structure du fichier. Donc, on retourne par exemple ici à PNG. Donc, l'onglet HEX, donc hexadécimal. Donc, on voit ici les clusters, puis les ASCII, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pas évident, mais c'est là. Après ça, file metadata, ben, c'est là les métadonnées. Il va me sortir le répertoire, le chemin, le path du fichier. Donc, à quel endroit sur le disque dur est situé, est sauvegardé l'image en question ici, le point .png. Puis après ça, il va me donner d'autres informations comme euh, la date de modification, donc la date qui a été modifiée la dernière fois, accédée, créée ou chargée. Après ça, on va avoir son intégrité, le fameux hash, okay, le MD5 et le SHA-256. Là, il ne l'a pas calculé. Ça arrive des fois qu'il n'est pas capable de calculer, je ne sais pas pourquoi. Mais on peut quand même le calculer avec un autre outil. Donc, les onglets en bas, ça, c'est très intéressant. Je vais aller changer, disons, pour un HTML. Puis des fois, ici, on peut avoir quelque chose. Donc, ça dépend du type de fichier. Il va y avoir de l'information qui va apparaître quand on va changer d'onglet. Puis la notation, c'est que si, par exemple, je lui donne une étiquette à ce fichier-là, par exemple, ici, new tag. Donc, je vais mettre, disons, image. Je fais OK là-dessus. Bien là, vous voyez, ça a changé. Donc là, il a rajouté, il sait que ce fichier-là, .html, j'ai mis une étiquette et il va me l'afficher. Puis en plus, il m'affiche aussi avec un petit logo jaune. Donc, je vais en mettre un autre en exemple. Ici, new tag, image. Image 2. Donc, OK. Donc, annotation, image 2, le tag est ici, puis le petit logo jaune. Donc, ensuite de ça, si le défile en bas, donc là, vous voyez, ça commence à stocker ici. On va aller voir FTK Major. OK, FTK est terminé. Donc, on va aller ici. Donc, ma capture de la volatilité avec FTK Major est terminée. On fait close là-dessus. On va aller voir mon image qui est sur la petite clé sur mon disque externe. J'ai mis ça, comment ça s'appelle? FTK Major. Donc, l'image, vous voyez, 66 G. Donc, c'est vraiment le volume de la mémoire que j'ai dans mon ordinateur. Donc, ici, je peux faire afficher mes propriétés. Donc, vous voyez le nombre de gigs, puis son nom de fichier de format. Donc, quand on sera plus avancé là, dans le cours de pratique, je vous parlerai avec quel outil qu'on peut ouvrir le point même. Parce qu'avec FTK Major, on ne peut pas ouvrir une capture de la volatilité. Donc, on va continuer avec FTK. Donc, si par exemple, je veux faire une image disque, okay? Donc la fameuse acquisition statique que je vous parlais mardi, je vais faire une acquisition d'une petite clé USB pour pas que ça prenne trop de temps.
Donc, je vais brancher ma clé. Vous allez voir apparaître ma clé. OK, donc ma clé est ici, lecteur USB. Vous voyez, j'ai juste un document, OK, sur ma clé USB. Donc, je vais juste vous montrer de quoi que ça a l'air, une clé USB qu'on ouvre dans un FTK Major. Donc, je décortique ma clé. Naturellement, c'est un système de fichiers FAT32. Il n'y a pas de système d'exploitation dessus. C'est une petite clé USB. Donc, ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais j'ai plusieurs répertoires jaunes, puis il y a un petit X rouge dessus. Ça veut dire que ces fichiers-là ont tous été, à un moment donné, sur ma clé USB. OK? Mais vous avez vu, j'ai juste un PDF présentement sur ma clé. Donc, ici, ben, j'ai pas. Tous ces fichiers-là ont déjà existé sur la clé, mais ils ne sont plus là. Donc, ça, c'est quand même assez spécial qu'il est capable quand même de reconnaître qu'il y avait à l'époque un répertoire Hackfest 2024, Docs, CSI Linux, Tools, photos, templates, Telegram, crypto, etc. Donc, ça, c'est, euh, c'est cool. Puis mon fichier qui est présentement sur ma clé, c'est huntinglinks.pdf. Donc, ça, c'est pour vous montrer que même si ces fichiers-là ont été supprimés, ben, il sait, lui, FTK Media est capable de sortir des informations comme quoi j'avais tous ces données-là avant. Donc là, je vais le fermer ici. Oui, France? Euh, Est-ce que tu as accès à l'information partielle ou complète de ces fichiers-là qui ont été effacés? Oui. Regarde ici, je vais cliquer sur, tu vois, sur le répertoire Hackfest, Mhm. j'ai rien. OK? Mais regarde en Plessas, j'ai encore accès à mes fichiers. J'avais un XLS, un Excel, un .doc, threatintel.doc. Donc, il est capable de lire encore certains documents qui étaient dans le répertoire. Si je vais dans CSA Linux, vous voyez, lui, ça n'affiche pas. Tools non plus. Telegram non plus. Donc, il y a un répertoire Plessas qui est capable de me présenter les fichiers. Puis si je fais un export, on va aller voir si je vais le sortir, je vais l'exporter. Attends un peu. Je vais l'exporter. Ah, je vais le remettre dans mon FTK Major de tantôt. OK. Copying file. On va aller voir si il va le sauvegarder correctement. Euh, FTK, donc mon petit fichier threatintel.doc. On va l'ouvrir. Est-ce qu'il est corrompu? Et voilà, je ne suis pas capable de lire. Word a trouvé du contenu illisible. OK, si je dis oui, il ne veut pas, il veut pas, non. Donc, il a détecté qu'il quand même il était est brisé, le fichier. Mais au moins, je sais que ce fichier-là, si disons que je suis dans une enquête, je sais que le document a été sur la clé. Puis ça, c'était enregistré le 30 octobre 2024. Par contre, ce fichier-là, comme il me donne des erreurs, il existe quand même des outils qui seraient peut-être capables de le réparer, le fichier, le .doc. Euh, on ne le ferait pas avec FTK Major, on le ferait avec un autre logiciel. Puis ça, je suis certaine qu'il serait capable de l'ouvrir. On a Mais des j'ai fichiers qui sont quand capables de reprendre, excuse-moi de t'interrompre, mais on a Par- des fichiers qui sont capables de reprendre
C'est les ça. données partielles? Oui. Il est capable de le sortir, de l'ouvrir. Je vais essayer, je vais exporter le Excel ici. Export file là, dans Data, FTK Major. FTK, donc le fichier Excel qui était ici, 403 kilo-octets. On va voir s'il est capable de l'ouvrir. Non, il n'est pas capable non plus. C'est ça. Donc, lui, il dit qu'il est endommagé. C'est sûr qu'il a été supprimé. Donc, mais euh, c'est ça. Donc, on sait qu'il est là, qu'il a déjà existé sur la clé. Euh, mais il y a sûrement des outils de forensique là, qui sont plus qui sont spécialisés dans justement la récupération de fichiers, là, qui seraient capables de reconstruire le fichier. Donc là, je vais fermer mon evidence, puis on va faire une acquisition. Donc ici, Create Disk Image. Donc, on va créer une image disque de la clé USB. Donc, ici, il va nous dire, bon, de sélectionner la source de l'évidence. Évidence. Donc, physique, logique, puis un fichier image, un contenu d'un répertoire, parce que je pourrais tout simplement aller chercher un répertoire sur une clé USB. Ici, Feminco, device multiple CD-DVD. Bon. Quand on fait une image disque ou une acquisition statique forensique, toujours sélectionner physique. Tout simplement parce que si je choisis logique, ça veut dire que il va prendre, par exemple, un système d'exploitation Windows qui est installé sur un disque dur de 250 GB. Donc, Windows prend à peu près, on va dire, disons, 50 GB d'espace, OK, sur le disque. Donc, si je lui ai dit de faire une image disque logique, ben, il va faire une image disque du 50 GB, OK, du système Windows. Donc, de l'espace 50 GB sur le 250. Ça veut dire que le 200 GB qui est à côté, il ne le prendra pas. Puis ça, ben, c'est une erreur qu'on fait parce que il y a dans le 200 G qui reste à côté du 50, il peut y avoir de la preuve. OK? Un hacker ou un fraudeur pourrait cacher des fichiers dans cet espace disque-là que le système d'exploitation Windows ne va pas. OK? Avec des outils ou des techniques, on pourrait le faire. Puis ça, je vais vous le montrer à un moment donné. Donc, si je choisis physique, donc là, il va prendre l'intégrité du disque. Donc, il va prendre le 250 GB. OK? Si j'ai un disque de 500 GB, il va prendre le 500 GB. Donc, ça, c'est parfait. OK? Donc, ça, on appelle ça une image vraiment bit à bit qu'on appelle. Donc, de 0 jusqu'au dernier octet sur le disque dur. Donc, même si Windows prend 50 GB sur le 300 GB ou le 250 GB, c'est pas grave. Parce que l'important, c'est qu'il va tout prendre. Parce que je peux avoir des données dans l'espace disque que Windows n'a pas pris. Donc, toujours prendre physique. Ensuite de ça, OK. Donc là, il me dit, OK, c'est ça. Donc là, ajouter. Donc là, en quel format je veux faire
mon image disque. Ici, on a choisi, vous voyez le E01 que je vous parlais tantôt dans Autopsy. E01, c'est un format propriétaire qui a été développé, entre autres, par Encase. Je pourrais le faire en E01, aucun problème. Je pourrais le faire en format AFF. AFF, c'est entre autres un format open source. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va compresser. Il va me permettre de compresser mon image. Par exemple, si j'ai une image, un disque de 250 gigs, donc au lieu de me faire une image de 250 gigs, il pourrait me créer une image de, disons, 50 gigs, elle est compressée. OK? Ça ne donne pas grand-chose. À moins que vous ayez vraiment pas d'espace sur le disque externe, là, mais ça, euh, c'est ça. Donc, je m'organise pour avoir en masse d'espace pour faire une image d'un format RAW ou DD. Ça, c'est mon format préféré parce que voilà, 5 ans, 10 ans, quand si on choisissait un autre format, on avait des chances que Autopsy puisse pas ouvrir ce format d'image-là. Donc, si on le faisait par défaut en RAW, on s'assurerait que peu importe le logiciel qu'on utilise, on va être capable de l'ouvrir puis de travailler avec. Donc, par défaut, moi, j'ai appris à faire une image disque en format RAW. Puis aujourd'hui, ben, je continue. Donc ici, je vais faire mon nom de fichier, de case. Donc, on met ce qu'on veut ici. Suivant. Donc là, à quel endroit je veux stocker, sauvegarder mon image que je vais faire de ma clé USB. Donc, on va la sauvegarder sur le disque externe, FTK Media. Ici, on lui donne, je vais mettre, disons, une clé USB. C'est une petite clé de 8 GB. C'est les anciennes clés 8 GB. Ça fait longtemps, ça. Puis je la garde justement pour faire ces tests-là. Donc ici, vous voyez, il y a un chiffre 1500, puis c'est marqué à côté image fragment size. Je pourrais la fragmenter, cette image de ma clé, de mon image disque que je vais faire de la clé. Je pourrais la fragmenter en petits fichiers de 1 gig ou comme je veux. Je mets toujours 0. Donc, je garde toujours dans son entièreté euh, l'image. On fait finish là-dessus. Ensuite de ça, vous voyez ici, j'ai des cases à cocher. Verify image after they are created. Je pourrais, si je clique ici, ça veut dire qu'une fois que mon acquisition est faite, il va refaire la vérification. OK? Donc, ça veut dire que si vous faites une image disque de 1 TB qui prend, disons, 5 heures à faire, puis que là, vous avez coché à vérifier, ben il va refaire un autre 5 heures. OK? Donc, moi, je la coche jamais parce que s'il y a un problème pendant l'acquisition, il arrête. Ils vont me le dire que j'ai une erreur. OK? Donc, moi, je ne le coche pas. Là, ce que je vais cocher, par exemple, ici, Pre-calculate progress static. Donc, il va me donner tout simplement la petite fenêtre avec la progression. Je vais savoir où il en est. OK? Puis, create directory listing of all files. Ça, c'est génial. Je crois que c'est le seul qui le fait. C'est qu'une fois que l'image est terminée, il va me créer un fichier Excel avec tous les fichiers qu'il y a à l'intérieur. Il va mettre tout le path, le chemin de chacun des fichiers. Ça peut être intéressant. Donc, je fais Start là-dessus. Bon, ouais. Là, il me dit que j'ai pas assez d'espace sur le disque.
Pourtant, je vais reculer ici. J'ai peut-être pas choisi la clé. Create Disk Image, physique. Donc, je veux faire Kingston, qui est juste 7 G pourtant. Add, raw. Je le sauvegarde ici. FTK. Dans l'image, clé USB. On fait 0 là. Finish, ça c'est bon. OK. J'avais pas choisi la bonne. Donc, on va faire attention de choisir naturellement la bonne, la bonne image, le bon périphérique. Donc là, je lui ai dit simplement de prendre la clé USB Kingston et il va me sauvegarder ça sur mon disque externe. Donc, vous voyez ici, j'avais demandé de mettre la barre de progression. Donc, il m'indique combien de meg où est-ce qui est rendu et combien de temps ça va prendre. Donc, il reste à peu près 4 minutes et demie. Donc, c'est pas très long, c'est une petite clé de 8 PG. Que on va la poursuivre. Je vais aller juste vous montrer ici le répertoire. OK. Donc, vous voyez, il a commencé, il a créé ces 3 fichiers. Donc, j'avais donné le nom clé USB. Puis il l'a créé avec le format 001. C'est exactement la même chose que DD ou RAW. J'avais choisi, vous vous souvenez, le premier format RAW. Donc, ça s'appelle aussi 001. Donc, ils vont me créer ça. Ils vont me créer un gros fichier de 8 G. L'autre, je vais vous montrer après, là. Donc, ici, il est en train de, c'est ça, donc il est en train de, on va effacer nos 2 fichiers de tantôt. Ça, c'est notre capture de mémoire. Il y a un petit fichier TXT qui va sauvegarder tantôt. Puis là, il est en train de sauvegarder, de faire son image. Encore 3 minutes, on va retourner à autopsie. OK, donc lui, il continue. Donc, en attendant, je vais décortiquer ici. Euh, OK. Donc, je vous disais que l'autopsie est très intéressant parce qu'il catégorise les fichiers. Donc, vous voyez ici, j'ai par extension, OK, au format extension de fichier. Donc là, il va mettre ici tous les points JPEG, oui, de l'image disque, tous les vidéos, tous les fichiers audio, les archives ou les points zip, points zip, points rares, etc. Les databases, donc les fichiers .db. Ici, ça va être les documents, donc les fichiers HTML. Les fichiers Office, donc tout ce qui est Excel, Doc, euh, PowerPoint, Excel, etc. Les PDF qui sont ici, les fichiers plein texte, ça, les petits fichiers .txt qu'on crée avec Notepad, et les fichiers riches texte ou les RTF. Donc, ça, c'est par type d'extension. On a aussi les exécutables. Donc, tous les points AXE et tous les autres, DLL, les points BAT, les points command, points .com, etc. Ici, les points même, ça, c'est pas évident. Les points même, ben, on va retrouver ici, disons, les zips, tous les fichiers .json. Après ça, les XML, qu'est-ce qu'on a? Dans les PDF, les JavaScript, MS Office. Donc, c'est une autre catégorisation des fichiers.
tous les fichiers qui sont supprimés. OK? Donc, le petit X rouge nous indique qu'on a un fichier qui est supprimé. Je vais le tasser ici. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de fichiers système. Par exemple, quand on fait une mise à jour Windows, ben, il y a des fichiers qui vont supprimer, qui vont les mettre, euh, qui vont les supprimer du disque. Donc, ces systèmes, les fichiers système, on va les retrouver là-dedans. Puis, on va retrouver tous les fichiers que l'utilisateur, que nous, on supprime. Donc, on va les retrouver aussi avec un X rouge. Donc, vous voyez ici, ici, c'est un fichier point, je ne sais pas, MS. Donc, il a gardé ses métadonnées. Donc, je sais à quel endroit était situé sur le disque dur, mais je n'ai pas d'autres infos, je n'ai rien d'autre de métadonnées. On va descendre un petit peu. On va essayer de voir s'il y a des fichiers, bon, des fichiers .tmp, temp. Donc, c'est ça. Et il va les catégoriser, je pense, file system, ouais, puis all. Bon, c'est tout. Tout ou juste les fichiers système, donc c'est souvent le même nombre. Les fichiers, ça c'est intéressant, catégorise par volume, par taille. Donc, tous les fichiers entre 50 et 200 MB qui sont sur le disque, entre 200 MB et 1 gig et plus d'1 gig. Donc, si vous recherchez, ça peut être facile là, de retrouver un fichier. Par exemple, vous voulez voir s'il a téléchargé un point ISO ou peu importe, des gros fichiers ou un petit fichier, peu importe. Donc, c'est une autre catégorisation de fichiers. On va retourner à FTK. Ah, IHL. OK. On va ouvrir l'eau. OK. Donc là, ce qu'il a fait, c'est que tantôt, il créait son image. OK? Il a fait son image disque. Ça a pris 4 minutes 34. Donc là, il me l'indique. Je peux cliquer sur image, sur résumé de l'image. Donc, il va me donner cette information-là, il la sauvegarde aussi dans un point TXT là, que je vais vous montrer. Donc, ça a été, bon, c'est quoi le modèle là, de l'édition de l'application FTK Major 4.7.1.2. Après ça, le nom du case, là, du dossier. Puis après ça, d'autres infos sur l'image disque, sur le disque dur de la clé USB. Puis l'acquisition, quand est-ce que ça a commencé et à l'heure, minute, seconde que ça a terminé. Et le fameux SHA-1 et MD5, donc la valeur de H. Donc je fais OK là-dessus, on le ferme. Puis l'autre image, l'autre fenêtre qui a ouvert, c'est qu'une fois qu'il termine l'image, il va produire son fichier Excel. On close là-dessus, puis on va aller voir. Donc, vous voyez, il a créé, euh, il a créé ici le fichier Excel qu'on va l'ouvrir. Ne pas convertir. Donc, il a créé ici, vous allez voir le chemin de l'image, du fichier, puis avec aussi la date de création, date de modification, d'accès. Est-ce que le fichier est supprimé ou pas? Sa taille, donc là, il n'y a pas énormément de fichiers sur une clé USB. Là. Si c'était un disque dur, il y en aurait des millions de lignes. Donc ici, c'est tous les fichiers qui sont sur la clé et tous les fichiers qui étaient. Okay? Je vous ai parlé tantôt que j'avais d'autres fichiers sur la clé USB. Donc, il va même m'indiquer justement le nom de ces fichiers-là qui étaient avant sur la clé. Donc, ça, c'est intéressant d'avoir le Excel.
Puis après ça, ça, je pense, c'est les premiers quand j'ai lancé au tout début. Ouais. Donc, ça, c'est mon fichier Excel. Ici, c'est mon image disque, OK, qui a 7,5 GB. OK? C'est lui que je vais ouvrir tantôt dans Autopsie. Puis ça, c'est mon fichier TXT, c'est le fichier qui résume que je vous ai montré tantôt, hein. Il va nous mettre le nom du logiciel, puis la valeur de hash, date, heure de l'acquisition, quand elle s'est commencée, quand elle s'est terminée, puis à quel endroit ça a été sauvegardé. Donc, ça, c'est un bon petit fichier qu'on peut avoir besoin. Donc, ces deux-là, on va le supprimer. Donc, quand il fait son image disque, FTK Major, il crée toujours trois fichiers. L'image 10, un petit fichier TXT pour résumer l'acquisition et le fameux Excel là, qui liste tous les fichiers et leur chemin, hein, leur patte qui était sur la clé. Donc, là, on va voir. OK, je vais le laisser continuer. Donc là, on vient de faire une image disque. Donc, je vais aller vous montrer qu'est-ce que ça donne. Euh, dans ce temps-là, tantôt, quand j'ai fait mon acquisition statique, je vous ai parlé que c'est important de toujours choisir une image physique. Là, on veut tout simplement aller ouvrir l'image disque qui est sur le disque externe. Donc là, je vais faire image file suivant. Puis à quel endroit il est. Donc, on va aller chercher le disque externe FTK Major et c'est la clé USB .001. On ouvre ça, on fait fichier. Et voilà. Donc, ma clé est ici. Donc, on retrouve, finalement, c'est exactement comme je l'ai montré au tout début, avant de faire l'image. Donc, on voit les répertoires et les fichiers qui étaient là, qui ont été supprimés et sont tous ici. Ça, c'est les répertoires. Les répertoires avec tous les fichiers qui étaient sur ma clé. C'est une clé que j'ai depuis quand même assez longtemps. Puis le fichier qui est sur la clé, le seul, là, c'est le hunting ici, .pdf. Puis, vous voyez que, bon, peut-être que l'interface vous rappelle quand même Autopsie. On a l'arborescence du système de fichiers à gauche. Puis quand on navigue sur le système de fichiers, on a à droite les fichiers qui s'affichent, puis ainsi de suite. Donc, ça ressemble un petit peu, mais c'est vraiment pas convivial et user-friendly comme Autopsy. OK? Donc, Autopsy, sa force, c'est qu'il va catégoriser chacun des fichiers. Donc, c'est beaucoup plus facile d'analyser. OK? On va continuer ça tantôt. Donc, ici, il y a, là, c'est sûr qu'il n'y a pas, il y a pas grand-chose sur la clé, mais, puis en plus, c'est pas une image disque là, avec un système d'exploitation Windows, mais ça serait exactement la même, semblable à ça. Donc, il n'y a pas de catégorisation de fichiers. Puis si je vais à droite, il faut toujours que je revienne à gauche pour naviguer là, dans le système. Contrairement à Autopsie, j'ai quand même la flèche gauche pour revenir où j'étais. Donc, c'est beaucoup, on voit que il n'a pas évolué. Je le dis toujours aux étudiants. Quand je l'ai vu la première fois sur le logiciel-là, j'étais à Polytechnique en cyber-enquête, donc ça veut dire en 2007, 2008, 2009. Donc, je pense que ce cours-là, on a dû l'avoir vers 2008 et c'était exactement la même interface. Pareil, pareil, pareil. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé de couleur, il n'a pas changé de rien, 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 rien. Donc, il n'a pas évolué, puis, mais c'est un logiciel qui est gratuit, puis il fait bien ce qu'il doit faire.
OK? Il fait l'acquisition statique, puis en plus, il fait la capture de volatilité, puis on peut ouvrir une image disque. Euh, donc, c'est à la base, c'est parfait. C'est ça qu'on veut. Puis c'est gratuit. Mais pas très convivial pour faire l'analyse. OK? Je peux extraire quand même, comme Autopsie que je vais vous montrer tantôt, mon fichier PDF qui est ici. Vous voyez, quand je fais clic de droit, j'ai Export File. Donc, quand je vous parlais mardi de l'extraction qu'on a à faire, donc ça, c'est justement, c'est ça. Donc, quand on fait un export, on fait une extraction de notre fichier qui est sur l'image disque parce que je me dis, ben, ça fait partie de ma preuve. OK? Donc, j'ai besoin d'analyser ce fichier-là quand je vais être dans mon analyse. Donc, je fais une extraction. Il exporte. On va aller le chercher. Ouais. Donc, vous voyez, il est ici, Hunting Links. OK? Donc, je, je peux tout exporter. Puis en plus, il peut exporter, euh, par exemple, nom du fichier, bon, Hunting, je ne sais pas pourquoi il ne met pas le Hunting Links. On fait enregistrer. Puis là, il m'a créé Hunting Links. Il m'a créé un petit fichier CSV ou Excel, là, CSV. Puis il m'a mis le fameux le MD5. Donc, le MD5 et le charme. Donc, il m'a calculé sa valeur de H. Puis il rajoute le nom du fichier et à quel endroit était sur la clé. Donc, il va faire du deux dans un, si on peut dire. Puis aussi, qu'est-ce qu'il fait ici? Ouais, ça, c'est moins important. Donc, vous voyez, et, bon, c'est comme je disais, c'est un logiciel qui est gratuit. Il fait bien ce qu'il a à faire, son acquisition statique, capture la volatilité. On ouvre une image disque, on peut exporter, faire l'extraction. C'est parfait. Mais si vous faites l'analyse une fois par année d'une image disque, ben, vous pouvez très bien utiliser ce logiciel-là. Mais si vous êtes comme moi, vous analysez peut-être un par semaine quasiment, ben, ça vient long puis ça vient plate. Donc, Autopsie vient à la rescousse des cyberenquêteurs. Donc, on va continuer à regarder. Ok, je l'ai fermé ici. Donc, lui est pas mal avancé. Ce qu'on va faire, je vais l'arrêter pour pas qu'il travaille pour rien. Arrête. Voyons. Il est tannant. Des fois, il n'arrête pas. Bon, OK. Donc, parce que normalement, je devrais le laisser tourner pendant 5 heures, 10 heures, 15 heures. Là, il l'a fait en même pas une heure, puis il a quand même indexé beaucoup, hein. OK? Il a scanné beaucoup de fichiers. Donc, comme je disais tantôt, la force de Autopsy, c'est de catégoriser le tout. Donc là, je vous ai montré le File View tantôt. Là, on va regarder sa section artefacts, les données. Donc ici, il va me sortir les extensions Chromium. Chromium, c'est les plugins ou les extensions qu'on ajoute à notre navigateur. OK? Donc, par exemple, j'en ai dessus ouais. Sur mon Firefox, j'ai des plugins, OK? Des extensions. Même chose pour Chrome qui est ici. Je vais en avoir quelques-unes aussi. OK? Donc, c'est des extensions qu'on ajoute qui sont gratuites. Donc, ici, donc avec
avec Autopsy, il est capable de détecter qu'est-ce qu'on a installé comme extension dans notre navigateur Chrome. Puis, il va nous dire, donc, une extension, ça porte toujours un numéro d'ID qui est très bizarre, hein, comme vous voyez. Puis après ça, ben, il va nous donner un petit peu la description puis le nom de l'extension. Puis sa version aussi. Ça peut être très intéressant parce que euh, peut-être que j'ai déjà analysé un poste qui avait été infecté, puis l'infection euh, d'origine, c'est que l'utilisateur, en naviguant sur Internet, a malheureusement attrapé un virus. Et le malware, c'est le, le- l'infection qu'il y a eu, c'est dans son extension Chrome. OK? Donc, il y avait le hacker avait développé un programme malware qui attaque l'extension du navigateur de l'utilisateur qui visite le site web qui était infecté. Donc, j'ai eu donc justement à analyser l'extension du navigateur Chrome. Ensuite de ça, c'est les profils. Par défaut, on a un profil quand on installe notre navigateur Chrome, on va avoir un profil là, euh, par défaut du navigateur. Ensuite de ça, Communication Account. euh, Si l'utilisateur, ça je pense, c'est quand on a Outlook local, là, OK, quand euh, Outlook Express, je pense qu'il s'appelait. Puis là, je pense que je ne me souviens pas s'il s'appelle encore Outlook Express, mais on peut installer Outlook sur notre système, sur notre ordi. On peut avoir Outlook version web, mais quand on l'a en mode local, c'est là qu'on va retrouver donc le fameux fichier de le PST qu'on appelle. Le PST, là, c'est le format fichier de notre boîte de courriel, notre inbox, inbox, inbox. C'est un format PST. Puis il stocke tous les courriels qu'on a envoyés, qu'on envoie. Donc, c'est un client Outlook qu'on installe sur notre poste. Donc, ici, il va être capable justement de, de lister les courriels qu'il y a dans la boîte Outlook. Même chose ici, là, ça va avec ici. Puis là, après ça, ben, ça défile, là. Vous voyez les fichiers, les programmes qui sont installés. Ça, c'est très intéressant. Tous les périphériques USB qui ont été branchés à l'ordinateur. OK? Donc, tout ce qui est les petits flash drives, les clés USB, un iPhone, un iPad, un petit hub USB, peu importe ce qu'on branche en USB sur l'ordi, on va le retrouver là. OK? Donc, ici, on voit qu'il avait installé un flash drive. Puis, on voit le manufacturier. On voit aussi le numéro d'ID. Euh, Web account. Euh, les web accounts, ce qui met dans login data ici, puis naturellement, vous voyez, ça voit aussi l'information dans le bas, dans les onglets. Le login data, c'est par exemple, là, il y a Twitter puis LinkedIn. Ça veut dire que quand il va sur son LinkedIn, par défaut, il rentre dans son profil à lui, à la personne. Donc, on n'a pas besoin de rentrer à chaque fois notre nom d'utilisateur,
notre courriel pour entrer dans notre profil LinkedIn. Donc, le navigateur retient dans sa mémoire, il stocke le username ou le mot de passe, puis l'URL. Donc, même chose pour ici, on a Twitter. Ça veut dire que quand il est allé sur Twitter, il a créé son compte, il a créé son profil. Puis quand il va y retourner, ben, il n'a pas besoin d'entrer à chaque fois son username, password de son compte Twitter. Donc, il rentre par défaut dans son profil parce que le navigateur a retenu dans sa base de données le username, le password et le URL là, du site. Puis ça, il ne faut pas faire ça. OK? Donc, à chaque fois que votre navigateur vous pose la question, est-ce que tu veux que je retienne dans ma base de données euh, les informations de ce compte-là, par exemple, de votre compte Hotmail, Gmail, peu importe, on dit toujours non. Parce que les malwares aujourd'hui, les data stealers qu'on appelle, le data stealer va voler quand il va infecter votre poste il va aller chercher toute l'information que le navigateur a stockée dans sa mémoire. Puis il va aller chercher l'historique de navigation. Donc, il va avoir envers lui tout ce qu'il faut pour entrer dans vos comptes. Si vous avez retenu des passwords, vos comptes de Desjardins, de la banque, Hydro-Québec, Cégep, peu importe, il va être capable de tout entrer dans ces comptes-là. Donc, il ne faut surtout pas sauvegarder dans la mémoire du navigateur nos passwords. Donc, c'est pour ça que lui, l'utilisateur, euh, a stocké dans la mémoire je ne sais pas si c'est Chrome, oui, c'est Chrome. Donc, il a mis dans sa mémoire son compte LinkedIn puis Twitter. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve ici son compte, son profil qui est stocké dans le navigateur. Donc, ça, c'est à faire attention, mais je vais vous le répéter quand on va revenir là-dessus. Webcache, les témoins, les fameux cookies, les téléchargements. Donc, tous les téléchargements qu'il a fait, OK, sont ici. Donc, sont tout là, tout là. Autofill, autofill, là, c'est quand vous remplissez un champ dans un formulaire sur Internet, des fois, ils vous disent, est-ce que vous voulez que je continue l'écriture de votre nom, de votre courriel, donc qui reconnaît, on appelle ça du autofill. Donc là, ici, il y en avait quelques-uns qui avaient rentré. L'historique, ça, c'est toute la navigation. Peu importe le navigateur. Donc, on a Chrome, Edge, Firefox, il va tout mettre ça là. Et ce que vous voyez, ce qui retient, donc, c'est le URL, la date d'accès, puis le référent URL, ça veut dire d'où vous proveniez. Donc, c'est ça. Donc, si par exemple, vous êtes sur le site du Cégep, là, vous décidez d'aller voir c'est quoi la météo demain sur Météo Média, ben là, vous allez avoir le site ici, URL de Météo Média, puis le site de référence, ben, ça va être le site de Cégep, parce que vous étiez sur le Cégep, le site du Cégep, avant d'aller sur le site de Météo Média. Donc, c'est l'URL référaire. Puis après ça, il va nous dire quel programme on utilisait, quel navigateur, le nom de la page aussi, le titre de la page. Puis, c'est ça. Donc, ça, c'est peu importe le navigateur, ça va se retrouver ici. Puis ici, toutes les recherches. Okay? L'utilisateur va, avec son navigateur Chrome, va sur google.com, fait ses recherches, puis vous allez avoir ici toute la liste des recherches, tous les mots qu'il a mis dans ses recherches, dans son moteur de recherche Google. Tout est là. OK? Ensuite de ça, toutes ces infos-là, par exemple, on revient à historique, je me dis, ben, moi, je veux garder ça, je veux extraire
son historique parce que je vais analyser, je veux savoir c'est quoi les sites qu'il a navigué. Par exemple, si vous êtes dans un cas d'une infection d'un malware, ben, vous voulez savoir sur quel site qui est allé pour être infecté du malware. Est-ce qu'il a téléchargé un PDF? Est-ce qu'il a téléchargé une image, un fichier, peu importe. Donc, c'est ici ça, c'est important d'analyser. Donc, vous voyez, Save Table à CSV. Donc là, je lui demande d'exporter dans un fichier CSV tout ce que vous avez là. OK? Donc, au lieu de l'analyser dans le logiciel, on va l'analyser dans un fichier CSV. Donc, on va aller le rechercher tout de suite. Forensic, test, forensic. On va aller dans le répertoire Export. Puis, on a ici notre fichier CSV. Naturellement, le CSV, beaucoup plus facile de le convertir dans un Excel pour que ça soit plus facile à lire. Mais tout est là. Donc, ce que vous avez ici, toutes les URL ici qu'il a navigué, qu'il a visité, bien, on le retrouve dans notre fichier ici, CSV, qu'on va convertir en Excel. Donc, ça, je le fais c'est automatique. Dès que j'analyse un poste, je vais exporter dans un CSV toutes ces recherches, l'historique, les downloads, les cookies, les web accounts ici, les programmes qui sont installés, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est exporter. On peut juste exporter un. Je pourrais dire, ben, clic de droit, export, extract ou export. Le fichier, oups, j'ai perdu ma fenêtre. OK. Donc, exporte-moi ce fichier-là, point date. On save. Parfait. Il se retrouve ici. Donc, je vais pouvoir l'analyser plus tard. Donc, quand on fait notre clic de droit, ici, je peux exporter un fichier. Je peux exporter juste l'information. Quand je le sauvegarde en CSV ici, là, vous allez voir c'est quoi la différence. C'est il va tout simplement sauvegarder dans le fichier Excel l'information, donc les propriétés, la taille du fichier, la date, le nom du fichier, puis à quel endroit était sauvegardé. Donc, c'est pas extraordinaire. Ensuite de ça, je retourne au clic de droit. Je pourrais dire, ben, ce qui est intéressant, c'est, disons que je vais prendre, bon, peu importe le fichier. Clic de droit, voir dans quel endroit ce fichier-là est sur le disque dur. Donc, il va aller directement là où se retrouve le fichier. Parce que là, tantôt, j'étais ici, tout simplement, j'étais dans la catégorie des fichiers des programmes qui sont installés puis qui ont été exécutés. Donc, le clic de droit, après ça, extract file. Comme je vous ai dit tantôt, je pourrais rajouter une étiquette. Donc, ici, le SRU-DB. Il met un petit logo jaune, puis ça apparaît ici en notation. Donc, les onglets ici, comme je vous disais tantôt, sont très intéressants, nous indiquent où est situé sur le disque dur le fichier en question, avec aussi les dates de modification ou euh, quand est-ce que le fichier a été créé. Après ça, son numéro, son ID, etc. Donc, en gros, c'est ça pour l'instant. Ici, il, il détecte les fichiers encryption detection. Donc, si
sur le disque, il y a un point doc qui est chiffré. OK? Donc, qui est protégé par mot de passe, qui est chiffré. Euh, il va le mettre ici. Donc, regardez, je vais l'extraire. Parce que là, je me dis, ah, il y a peut-être la preuve là-dedans. Je fais OK. Puis là, il se retrouve ici. OK? Donc, ça, c'est un fichier qui est détecté comme chiffré. Et voilà, il me demande un mot de passe. OK? Donc, il y a eu une bonne, il l'a détecté comme chiffré, puis il avait raison. OK? Donc, c'est un fichier qui est chiffré. Donc là, c'est sûr qu'il faudrait que j'utilise un autre outil pour essayer de déchiffrer ce point doc-là. Euh, Encryption suspecte. Là, il n'est pas sûr. Là, il l'a détecté. OK? Puis il avait raison. OK? Puis ici, il est suspect. Donc, on va voir s'il y a raison de suspecter un chiffrement. On va aller regarder. C'était important. Ouais. Est-ce que je suis capable d'ouvrir ou non? Regardez. Il semble que ce format de fichier n'est pas pris en charge. Important.jpg. Ah, mais il se cache peut-être quelque chose. Je pourrais l'ouvrir avec un autre logiciel. On regardera ça une autre fois pour voir est-ce que c'est vraiment un JPEG. La personne a peut-être juste changé le format. OK? Peut-être qu'à la base, important, c'est un fichier .doc. OK? Avec du contenu. Puis là, lui, la personne a peut-être changé le format, l'extension. Il a dit, je vais cacher mon .doc. Je vais créer un .jpeg. Donc là, lui, c'est pas mal pour ça qu'il suspecte un chiffrement ou il voit qu'il y a quelque chose de pas correct avec ce fichier-là. Puis on l'a vu, je ne suis pas capable de l'ouvrir avec un lecteur d'images. Donc peut-être que c'est un .doc. OK? Peut-être qu'à l'origine, ce fichier-là, c'est un .doc. La personne, le fraudeur ou le hacker a voulu cacher ça. Donc ça, on pourrait regarder ça avec, entre autres, un éditeur hexadécimal comme Winx pour détecter justement est-ce que c'est un vrai .jpeg ou un .doc. EXIF, ça c'est les métadonnées des images, des JPEG, des fichiers. C'est ça. Donc, il a repris juste les JPEG puis les PNG. Ouais. Puis, il nous donne donc un petit peu. Ouais, il nous donne les mêmes infos que si je vais dans catégorie image. Extension mismatch. Ici, ben, euh, là, il l'a catégorisé comme un mismatch. OK? Ici, on dit que c'est un point date, mais regardez, on a un dessin. Ici, bon, c'est comme un petit peu tantôt, il suspecte un chiffrement, mais je n'ai pas été capable de l'ouvrir avec un JPEG, donc peut-être que ce n'est pas un point JPEG. Même chose ici, donc il y a peut-être eu une corruption de fichiers ou un changement d'extension. Ça, c'est interesting item. Euh, Par exemple, si je recherche, je fais un keyword, je- euh, par exemple, je veux voir s'il y a des fichiers qui ont le, le mot-clé important. Normalement, il devrait sortir au moins l'image qu'on a vue tantôt, important.jpg. Là, je fais recherche. Euh, OK, je pense qu'à cause qu'il n'avait pas fini, ça se peut être. Je vais leur chercher. Hein. Non, pas voilà. Ouais, c'est ça. Tantôt, j'ai arrêté hein, mon indexage, hein, vu qu'on est dans un cours et qu'on n'a pas 10 heures à attendre.
Puis ça affecte que quand je veux rechercher par mot-clé, il n'était pas rendu là. Donc, il n'était pas rendu au module là, pour les keywords. Non, mais normalement, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va me trouver, là, je lui demande, recherche-moi des fichiers avec le keyword important. Donc, on recherche, puis il va tout simplement m'ouvrir un onglet ici avec les résultats de la recherche. Puis il va les mettre ici aussi. Voyez ici, j'ai tag. Donc, ça, c'est tous les fichiers que j'ai mis une petite étiquette que je vous ai montré tantôt. Oui, Guillaume? Avec le mot important, est-ce que, parce que j'ai cru voir qu'on peut le faire de façon à ce qu'il faut que ça respecte la case, fait que je sais pas, Oui, le oui, I oui. de important, il était-tu en majuscule ou en minuscule? Ça pourrait être juste à cause de ça? Non, c'est parce qu'il n'avait vraiment pas fini l'indexage. OK. Puis on a un module d'injection, là, d'indexage ou d'injection qui s'appelle justement Keyword. Donc, il n'avait pas terminé de tout indexer. Mais ici, c'est l'exact match, donc exactitude. Ici, c'est euh, substring match euh, qui soit, tu sais, au début, à la fin d'un mot, tu sais, parce que j'aurais pu, disons, mettre IMP. IMP peut se retrouver À peu d'autres places. importe. Ouais. Puis ici, c'est les fameuses expressions régulières que je vous ai parlé un petit peu mardi, hein. Donc, si je recherche une adresse IP, je pourrais écrire en hexadécimal, pas en expression régulière IP, mais c'est pas évident. Mais ce qui nous donne ici, pas là, on va ouvrir une autre fenêtre, keyword 10. Regardez ici, j'ai OK. phone, phone numbers, IP, email, URL, credit card number. Donc, par exemple, si je voudrais chercher des adresses IP, on va choisir IP. Puis regardez ici, là, ça, c'est l'expression régulière pour, vous voyez, c'est tout ça. Vous voyez en dessous la souris, là. Ça, c'est une expression régulière pour rechercher une adresse IP. OK? Donc, lui, il me le met par défaut. Donc, je n'ai pas à me casser la tête. Puis là, on ferait search ici. Puis là, il va partir sa recherche. Puis il va me sortir dans un onglet, il va me sortir toutes les adresses IP qu'il a trouvées dans des documents, adresse de courriel, peu importe. Partout où il va avoir une adresse IP, il va me le sortir. Donc, ça, c'est les keywords. Ensuite de ça, dernière chose qu'on pourrait regarder, c'est le timeline ici. Donc, le timeline, c'est rare que je l'utilise, mais une fois de temps en temps, peut être intéressant. Euh, je vais le décortiquer ici, baisser un peu. OK. Donc là, des fois, j'avoue, il y a des erreurs de date dans l'indexage. Donc, on va aller ici en 2019. Donc, je pourrais, on va attendre, là, je pense qu'il est en train de, OK. Vous voyez ici, je peux dire, ben, sors-moi toute l'info hein, qui date de 2018. Normalement, il devrait réagir. Il ne réagit pas. Bon, je vais y aller en détail. Comme ça, c'est plus facile. Donc là, ça veut dire que j'avais choisi là, la barre rouge là, qui est 2018. Donc là, il me sort tous les fichiers ou en liste, c'est encore mieux. Voilà. Donc ici, tous les, tous les fichiers donc, en ordre chronologique qui ont été sauvegardés sur le poste. Donc, tout, même les systèmes, les fichiers système, les fichiers créés par l'utilisateur, peu importe. Donc, on les voit tous en ordre chronologique ici. Ensuite de ça, je pourrais, donc je peux les sélectionner, puis là,
comme un petit peu tantôt, aller le voir dans son espace disque, là, à quel endroit, dans quel répertoire qui est. Je pourrais aussi extraire le fichier, comme tantôt. Puis ici à gauche, je pourrais sélectionner quel type de fichier que je veux dans cette chronologie-là. Donc, est-ce que je veux tous les fichiers système ou je veux pas, j'ai pas besoin? Donc, je le décoche. Puis ici, les activités web, etc. Donc, je peux faire Apply là-dessus. Donc, c'est ça qui va finalement se concentrer sur les fichiers que j'ai désiré, que j'ai coché ici à voir. Mais on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Je ne peux pas faire de... Tu sais, je pourrais faire une capture d'écran avec mon outil de capture d'écran. Et je fais une capture d'écran, puis là, je le mets dans mon document. Mais je peux pas, il n'y a rien d'autre. C'est pas, je peux pas dire, ben, tous ces fichiers-là, je peux les exporter, mais puis là, il n'a pas fait l'indexage au complet, là, donc il n'y a pas encore, il y a peut-être que 5% des fichiers, OK, qui a indexé. Donc, quand tout est là, c'est extrêmement lent de sortir le timeline. Puis, en tout cas, moi, je ne l'utilise pas. C'est très rare que j'utilise le timeline. Puis l'autre feature qui est intéressant, c'est la génération de report. Donc, vous voyez ici, je peux générer un rapport de format différent. Donc, on va y aller, disons, HTML. On fait Next. Next. Je veux tous les résultats. Je fais Finish. Là, il n'y a pas beaucoup de fichiers dans l'indexage, donc ce ne sera pas long. On close ça. On va aller chercher dans le répertoire Report, le report plutôt. Et voyez ici, Autopsie forensique report. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que tout ce que vous avez dans votre autopsie, l'arborescence de gauche, toute la catégorisation des fichiers, bien, il reprend ça. Donc, par exemple, les métadonnées, les documents qui étaient dans la boîte Corbeil, tout est là. Puis, le sommaire, puis aussi tous les fichiers que j'ai mis une étiquette, OK, qui pourrait être très important pour mon enquête, là. Tout est là. Donc, c'est quand même mais c'est HTML. OK? Donc là, si je vais revenir à mon autopsie, Generate, je pourrais, à Portable Case, donc je pourrais faire un report là, dans un Portable Case, donc que je pourrais tout mettre sur une petite clé USB ou un disque externe, puis partir avec ça, puis montrer ça à un enquêteur. Je pourrais, fichier texte, Excel, que c'est vraiment le mieux, là, c'est HTML, mais on n'a pas PDF parce que il y a trop de fichiers, là, que tous les fichiers sont là. Mais moi, à vrai dire, le report HTML, je l'ai fait une fois, c'est beau. Donc, mon rapport, c'est un rapport que moi-même, je vais écrire, euh, que je vais vous parler de ça un petit peu plus tard, hein, mais la rédaction d'un rapport, on va mettre des captures d'écran qu'on fait. Euh, Ensuite de ça, nos trouvailles, un sommaire exécutif, puis un rapport technique, hein. Donc, c'est peut-être 20 pages, 40 pages. J'ai déjà fait un de 98 pages. Il y a beaucoup de captures d'écran.
Puis ça avait été long parce que j'avais fait 2 analyses. J'avais fait une première analyse. On a fait faire un contre-expertise par une firme externe. Puis on arrivait au même résultat. Puis après ça, c'est quoi donc? Non, j'avais pas fait une autre analyse, mais j'avais fouillé un petit peu plus, en tout cas, dans les dates. Par exemple, on avait dit on va se contenter de telle date à telle date là, pour les documents qui étaient sur le système. Puis après ça, on a dit, bon, ben, on va peut-être reculer d'une semaine. Donc, finalement, j'avais fait une autre analyse. Ça a été très long, c'est pour ça que j'avais 98 pages. Puis c'est ça. Donc, ça a fait un bon tour, un bon premier tour. Donc, dans les cours de pratique, vous allez devoir télécharger une image disque, puis analyser le disque en question. Donc, vous pouvez déjà aller sur Autopsy pour... tantôt, je vais mettre dans les fichiers Teams les URL là, pour télécharger les 2 outils qui sont gratuits. S'installe Autopsy, vous pouvez l'installer en Linux. Si vous avez CSI Linux, c'est déjà installé Autopsy. Puis je pense que dans Kali aussi, est déjà installé. Puis si vous avez Mac, je pense qu'Autopsy s'installe. Pour FTK Major, c'est Windows. Il y a une version en ligne de commande seulement qui peut être installée sur Linux. Je ne l'ai jamais testé. Puis c'est pour moi ça. Ouais. Oui, Joseph? Oui, c'est surprenant que ces outils-là qui sont disponibles à large pour n'importe qui. Je comprends, nous autres, on apprend ça pour des bonnes causes, mais c'est quand même beaucoup de stock que quelqu'un peut avoir avec ça. Ben, oui. Tu sais, le fraudeur, le hacker peut l'utiliser aussi, mais peut-être que le hacker, peut-être que ça l'intéresse, peut-être que ça ne l'intéresse pas. Mais c'est sûr que tout est là. C'est gratuit, puis c'est en plus, FTK Major et Autopsy, même s'ils sont gratuits, c'est 2 outils qui sont acceptés à la cour. OK? Donc, si je vais à la cour, puis là, je présente, par exemple, en tant que témoin expert. Voici qu'est-ce que voici mon rapport d'investigation, qu'est-ce que j'ai fait, c'est quoi mes activités, mes actions que j'ai fait. Lors de l'analyse, ben là, je vais dire, j'ai fait une acquisition statique avec FDK Major. Parfait, ça va être accepté. Donc, on n'a pas à prouver l'excellence du logiciel, c'est déjà accepté à la cour, puis Autopsy aussi. Donc, souvent, on pense que c'est juste les outils commerciaux qui coûtent 5 000 ou 10 000 qui vont être acceptés, comme Incase. Mais FTK, ça fait, je pense qu'il était là avant Incase. Pas sûr, hein, mais je pense que ça fait très, très longtemps. Puis, on n'a pas à prouver que c'est un bon logiciel. OK? Donc, la preuve a déjà été faite euh, par d'autres experts. Mais c'est sûr que le hacker peut l'utiliser aussi, puis le fraudeur. Très bien, merci. Donc, ça finit le cours de ce soir. J'ai mis, excusez, je vous ai mis le devoir numéro 3 dans la rubrique devoir. Il était à remettre le 28. Excuse-moi, Oui, juste une seconde. oui. Tu nous avais dit que c'est à NIST qui offre des genres Des images. Ouais, c'est ça, des Oui, images qu'on pourrait. oui, je vais le mettre aussi dans Teams tantôt. OK. Dans les fichiers là, du cours 5 techno, là, je vais mettre des liens pour aller télécharger les images. Mais souvent, parce que le NIS a stocké sur un site
des images disques. Ça, c'en est un, le fameux Device 1 laptop, E01. C'est une image que j'ai téléchargée du site du NIST. Puis malheureusement, souvent, le lien ne fonctionne pas, le fichier est corrompu ou peu importe. Donc, des fois, il faut chercher longtemps un fichier qu'on peut télécharger. Donc, celui-là, quand on fera votre devoir dans le cours de pratique de cyber-enquête, je vais vous l'uploader dans les fichiers, cette image-là. Mais je vais quand même mettre tantôt, je vais vous donner le lien pour aller télécharger des images de forensique qui sont là par le NIST. Puis il y a un ou deux autres sites, je pense, qui stockent des images disques pour tester nos outils. Puis apprendre aussi à tester les outils, puis à apprendre à investiguer. Est-ce qu'il y a comme des thématiques dans les images? Est-ce qu'on est au courant comme de l'orientation de l'enquête? Oui. Peut-être pas sur le NIST, il va te donner une petite description, mais il y a un autre site qui va un petit peu plus décortiquer. Il va dire, par exemple, ben ça, c'est une image disque qu'on a fait pour, par exemple, l'utilisateur était un hacker, un pirate ou un fraudeur, puis il y a des fichiers cachés ou des trucs comme ça. Puis même des fois, le site nous présente des questions, comme des challenges, tu sais, c'est ça, donc des questions, puis après ça, les réponses. Donc, comme pour tester, par exemple, on télécharge une image une image disque d'un disque d'un hacker, puis les questions vont faire, ben, essayer de trouver c'est quoi le système d'exploitation euh, de l'image disque, c'est quoi le nom du profil de l'utilisateur ou des trucs comme ça. Donc, avec des exercices à faire. Que ça, c'est bien intéressant. Merci. Donc, le devoir numéro 3 d'ici la fin mai. Donc, c'est des questions, il n'y a pas de recherche comme le deuxième devoir. C'est juste si vous avez bien saisi ce qu'on a vu dans les dernières semaines et dans aujourd'hui, ben, cette semaine. Ce qui s'en vient, les 3 derniers cours, c'est pas inclus dans le devoir. Donc, tout est là. Puis, c'est juste quelques questions. Ça vaut 35 points. Ouais, 35%. Puis, votre devoir numéro 2, je vais le corriger en fin de semaine. Peut-être, ouais. Parce que samedi midi à dimanche midi, je ne suis pas ici. Je vais voir un spectacle à Trois-Rivières avec ma soeur. Puis, donc, je vais peut-être corriger dimanche soir ou lundi soir. Ceux qui ont aimé l'émission Révolution, celui-là de la danse, ça, je vais voir le spectacle de Révolution à Trois-Rivières. Bon, ben c'est ça. Ça fait un bon tour d'autopsie. On a fait une autopsie Ça porte très bien leur nom, hein, son nom. C'est une autopsie d'un disque dur. Puis autopsie, ben, je dirais, j'ai commencé à l'utiliser, j'étais à l'université. Ça veut dire que, disons, je l'ai connu avant, c'est vrai. J'ai dû commencer à tester ça peut-être en 2012, 2013, 2014 à peu près. Donc, ça fait bien longtemps. Puis FTK Major, ben, je l'ai vu dans mes cours à Polytechnique, que j'ai toujours utilisé depuis ce temps-là. Et Autopsy, c'est mon outil, je dirais, ben, ça prend un logiciel d'acquisition. Donc là, depuis 2 ans, j'utilise Encase. Donc, il est très important, mais Autopsy aussi, c'est dans mes 2 outils les plus importants que j'ai pour le computer forensique. Oui, Joseph? Petite question, avec tout le travail que vous faites, j'ai remarqué comme on parle beaucoup des ordinateurs, des PC, des portables.
les cellulaires, ça doit être aussi majeur dans qu'est-ce que vous faites. Puis est-ce que c'est les mêmes outils ou il y a Pas d'autres outils? encore. Ça va le devenir. Ça arrive que des fois, j'ai eu à analyser un iPhone parce que les cellulaires corporatifs, c'est des iPhones où ce que je travaille. Puis, donc, j'ai eu quelques analyses à faire. J'en avais eu quelques-uns aussi à l'université, mais vraiment pas beaucoup. C'est souvent des cas, on suspecte un malware sur le cellulaire, donc je l'ai à investiguer. Euh, mais, tu sais, c'est pas ça que je fais. J'ai fait un l'année passée. Mais ça prend des outils. Eh bien, autopsie, on peut analyser une image 10 d'un Mac, un système de fichiers d'un Mac, mais pas un cellulaire. Un cellulaire, ça va prendre un outil spécialisé pour ça. C'est ça qui est étonnant, puis c'est dispendieux. Tous les logiciels, que ce soit pour d'enquête, de forensique pour un iPhone ou un Android, là, c'est dispendieux. Oui, Luc? Oui, pour ceux que ça intéresse, là, pour les CVE, pour la cybersécurité aussi que vous trouvez les faiblesses, l'Europe vient de partir de leur database considérant qu'est-ce qui arrive aux États-Unis. Fait que je vais vous mettre le lien sur le chat. C'est une autre place qu'on peut vérifier qu'est-ce qui se passe maintenant, là. Et Isa, oui. Ouais, ben, parce que. Parce que Trump est en train de couper là, dans la cybersécurité. Fait qu'ils ne savent pas si la database de CVE va durer encore longtemps aux États-Unis. Fait que l'Europe, ils viennent de partir leur base de données pour le monde entier, qu'on puisse aller vérifier les CVE, là, qu'on ne perde pas d'informations. Très bien, ça, c'est très gentil de la part de Elisa. C'est sûr, puis c'est dans les discussions depuis quelque temps en cybersécurité parce que, tu sais, tous nos systèmes pour vérifier, pour être informés sur des attaques, des CVE, des vulnérabilités, etc., ça vient des Américains. Donc là, les Américains, le gouvernement américain plutôt, euh, commence à couper au CISA, entre autres, qui est l'organisation de cybersécurité aux États-Unis. Ils ont coupé là. Puis là, tu te dis, ben, là, tu les vois qui commencent à être bien amis avec les Russes, avec les Chinois, puis tout ça. Ben là, tu te dis, est-ce qu'il est encore de confiance? Tu sais, donc, nous autres, on commence à regarder, ben, il y a sûrement des compagnies aux États-Unis, pas aux États-Unis, mais en Europe, en Angleterre, par exemple, qui pourraient être créer ce lien-là qu'on avait avec des institutions américaines. Ben là, il va falloir les remplacer par des Européens, des organisations européennes comme ça. C'est génial par la part de ENISA. Parce que là, faut que tu dises, ben là, on peut avoir encore confiance au gouvernement américain, tu sais. Donc, quand tu vois que ton partenaire depuis 200 ans, c'est un partenaire économique et bien d'autres, pas juste économiques, là, qui commencent à être bien friendly avec des gouvernements plus ou moins trustables. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir commencer à regarder ailleurs pour avoir des informations sur les vulnérabilités, puis même aussi la peur aussi de si on stocke les données aux États-Unis, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que les autres ils peuvent mettre la main là-dessus n'importe quand? Donc, garder le plus possible nos données ici au Canada, puis pour être une conscience plus tranquille.
Donc, c'est pas évident. Puis, tu sais, il y a un super de beau partenariat qui a été développé entre le CISA, là, je vais vous l'écrire dans le chat, le CISA américain. Il y a le CERT aussi américain. Puis le cyber.gc.ca ici au Canada. gc.ca. Puis après ça, même le SCRS, le CST. Donc, ils avaient développé là, une belle collaboration. Tu sais, ils font des analyses, des rapports d'investigation ensemble sur des attaques qu'on a ici sur le réseau fédéral, que ce soit canadien ou américain. Puis il y avait une belle collaboration ensemble. Puis là, ben, oups, on continue-tu? Tu sais, faut faire attention. Tu sais, on va commencer à collaborer avec peut-être les Britanniques, puis les Français, puis les Allemands qui sont aussi bons que les Américains. C'est pas parce que tu as un logiciel américain qui va être exceptionnel, là. Il y a d'autres personnes au monde qui sont capables de développer des bons outils. C'est comme- Oui, la GRC, ils en ont un exceptionnel pour faire la copie des disques durs. Et c'est juste de valeur qu'on n'est pas capable d'y accéder, mais il a été testé partout au monde, puis c'est un des meilleurs qui existe. Ah oui? Comment Ouais. il s'appelle? C'est RCMP, il faudrait que je retrouve le nom, je l'ai trouvé en fin de semaine, Oui. les papiers justement même le NIST l'a testé. Puis il est vraiment écœurant, mais sauf que il est vraiment juste disponible sur ceux qui sont fédérales ou enquêtes officielles de la Ouais. police, là. Law enforcement. Ouais. Hum. Enregistrer. Donc,